Les grands noms de l'histoire lorraine avec Pierre Suaire sur RCF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Grand nom de l'histoire de la Lorraine. Aujourd'hui, une émission consacrée aux artistes lorrains entre 1871 et 1914. Où sont les femmes ? Pour cette émission organisée par l'association Histoire d'en parler, nous recevons Lilian Etienne. Bonjour Lilian. Bonjour Pierre. Alors tu es doctorant en histoire contemporaine à l'Université de Lorraine et tu prépares actuellement une thèse sur les femmes artistes dans les expositions des Beaux-Arts en Lorraine entre 1860 et 1914, modèles sociaux, stratégie et identité individuelle. Est-ce que c'est bien ça ? C'est bien ça, même si l'identité individuelle va bientôt dégager, je pense. Parce que c'est le principe d'une thèse, justement, c'est qu'on évolue, on fait évoluer le sujet au fur et à mesure, quoi. Donc, c'est exactement ça, en fait. Tu établis un projet de départ, mais comme tu ne sais pas vraiment ce que tu vas trouver. Et en fonction de ce que tu découvres, effectivement, ça fait évoluer. On vous propose une réflexion sur les artistes lorrains et aussi la place des femmes, qui est quand même un enjeu essentiel de ta thèse. On en reparlera un petit peu plus tard, mais peut-être évoquer déjà globalement les courants artistiques en Lorraine entre deux guerres, mais pas l'entre-deux-guerres, entre 1871 et 1914. Peut-être pour situer un peu pour les gens, qu'est-ce que c'est les courants artistiques à cette époque-là ? En quoi ça consiste et d'où ça vient, entre guillemets ? Plein de questions en une. Alors, il y a énormément de choses en fait pour cette période. Ce qu'on en retient essentiellement, c'est le début et l'émergence de l'impressionnisme. Alors, ça n'a pas véritablement d'importance en Lorraine parce que en fait, l'impressionnisme ne s'est jamais implanté en Lorraine. Tout simplement parce que les goûts locaux sont plutôt au naturalisme. Alors, ça va être la peinture de Friant, par exemple. On va rechercher une certaine vérité, une touche qui va être ce qu'on appelle une touche qui va être très lisse avec assez peu d'empattement. Si on veut une représentation parfaite de l'art qui est apprécié en Lorraine à ce moment-là, c'est véritablement les tableaux d'Émile Friant. Ok. Et est-ce qu'il y a des courants artistiques qui vont se structurer, qui vont faire des sortes d'écoles ? Donc je pose la question volontairement un peu naïvement, parce que on parle de l'école de Metz et de l'école de Nancy. Alors qu'est-ce que c'est une école ? Et est-ce qu'on peut vraiment parler d'école pour ces deux courants ? Commencer par l'école de Metz qui est peut-être un peu plus antérieure. Alors, l'école de Metz, en fait, ce qu'on peut appeler une école, c'est pas donc une institution où on va apprendre des choses, même si ça peut être le cas. En fait, une école artistique, en tout cas, c'est un regroupement d'artistes plus ou moins informels qui vont se rassembler parce que ils ont des considérations artistiques qui sont communes et les uns vont influencer les autres et vice versa. Donc on parle en fait d'école au sens d'émulation. Ce sont des gens qui s'encouragent, qui vont s'influencer et donc l'école de Metz, en fait, elle apparaît en tout cas aux alentours des années 1830 parce que à ce moment-là, il y a l'émergence d'un salon. Donc ce sont des expositions qui sont régulières parce que il y a des personnalités locales qui ont l'énergie pour se lancer dans l'organisation d'expositions. Donc, c'est la Société des Amis des Arts de la Moselle qui commence à faire des expositions, donc ça permet aux artistes d'exposer localement et de ce magma, en quelque sorte, il y a des figures qui vont émerger. C'est, par exemple, bien identifiées, ouais. C'est le cas, par exemple, de Migette, Auguste Migette, Maréchal, Laurent Charles Maréchal, donc dit Maréchal de Metz, qui sont repérés et ils prennent comme ça, en quelque sorte, la tête d'un mouvement. Et il y a énormément de personnalités qui vont graviter autour, des artistes amateurs, entre autres, qui vont renforcer les rangs, en fait, même si leur métier n'est pas artistique, ce sont des artistes en amateur, mais en fait, par leur présence, ça va resserrer les rangs et ça va former un groupe et tout le monde, en fait, va plus ou moins se connaître, il va y avoir des liens d'amitié qui vont se tisser. Et donc tout ça émerge, sauf que en 1870, il y a une bascule. Il y a une bascule parce que la France, l'empereur Napoléon III déclare la guerre à la Prusse, quelque chose qu'il décide absolument tout seul, et il perd la guerre. Nancy, Metz, etc. est occupé. Paris est assiégé.
Et de ce chaos, l'Empire est renversé et donc la capitulation de la France face à la Prusse. Et donc la Prusse remporte l'Alsace et une partie de la Lorraine, dont Metz. La Moselle actuelle, quoi. Globalement, la Moselle. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça à l'époque. Et du coup, on s'intéresse au courant artistique. C'est quoi? Il y a des réseaux de sociabilité. Est-ce qu'ils vont perdurer? Justement, ils se sont constitués avant 1871, mais là, il y a vraiment une rupture. Est-ce qu'ils perdurent? Est-ce qu'ils se refont dans une autre ville? Ou alors, c'est un petit peu éclaté à droite à gauche? Alors, en fait, c'est complètement éclaté parce que Maréchal de Metz part à Paris avec son réseau de sociabilité. Il y a une petite figure qui était très timide dans les années 50, mais qui prend de l'importance, c'est Théodore de Villy, qui est extrêmement important à Nancy, parce que Théodore de Villy, il était directeur de l'école des Beaux-Arts de Metz. Sauf que quand il arrive à Nancy, il reprend la direction de l'école des Beaux-Arts de Nancy, et en fait, il décède j'ai pas sa date de naissance, mais il décède en 86 de mémoire, et en fait, en reprenant la direction de l'école des Beaux-Arts de Nancy, en fait, il va former Émile Friand, il va former Victor Prouvé, etc., qui eux-mêmes ensuite vont quitter Nancy un certain temps pour aller à Paris et parfaire leur formation. Et en fait, on peut véritablement dire que l'école de Nancy, enfin en tout cas les personnalités qui vont former plus tard l'école de Nancy, se sont formés sur les cendres de l'école de Metz, qui est complètement explosé parce que il y en a une partie, Migette est resté à Metz par exemple, Maréchal de Metz est parti à Paris, et puis Théodore de Villy est resté à Nancy, mais ils embarquent en quelque sorte leur réseau de sociabilité avec eux. Alors effectivement, nous on va s'intéresser pendant cette émission à la partie francophone, même s'il se passe des choses évidemment dans la Moselle annexée par l'Empire allemand, mais on va s'intéresser à la partie francophone parce qu'il y a déjà énormément de choses et énormément de gens, et y compris des grands noms qu'on verra par la suite. Mais du coup, il y a notamment parmi ces courants artistiques l'école de Nancy. On a l'existence formelle sous format de loi d'association, de loi 1901 à partir de 1901, mais ces gens-là existent déjà avant et ils vont graviter les uns autour des autres avant. C'est quoi la genèse justement de cette école de Nancy en gros? En clair, aux alentours des années 70, donc il y a des entreprises à Nancy qui sont en fait des manufactures d'art décoratif, donc des arts industriels, donc ça peut être du mobilier par exemple, des chaises, des fauteuils, des tables par l'entreprise Majorelle. Galet à l'origine est spécialisé dans la céramique, Dôme plutôt dans le verre, et il y a énormément de personnalités qui sont, d'autres entreprises, d'autres manufactures, mais ces personnalités-là se connaissent, elles se côtoient, et il y a un moment donné, aux alentours des années 90-80, chaque entreprise a des difficultés à se développer parce que il y a de la demande, mais ils ne parviennent pas à produire suffisamment de pièces. Et ils ont besoin d'ouvriers d'art. D'accord. Et donc, sous l'idée un peu de l'Union centrale des arts décoratifs à Paris, qui est une sorte de méga structure qui chapeaute un peu tout au niveau national pour l'enseignement des arts décoratifs, donc dans les écoles publiques, eh bien il y a l'idée de faire une exposition aux Galeries Poirel à Nancy en 1894. Et en fait, en gros, à ce moment-là, les industriels se rendent vraiment compte qu'ils ont tout intérêt à s'allier et de manière à former une sorte de lobby informel. Donc c'est une forme de syndicat de patrons. On peut vraiment parler de lobbyisme en fait, de manière à réclamer davantage d'ouvriers d'art. C'est donc des intérêts économiques qui vont prévaloir, et donc aussi des intérêts peut-être de formation justement de ces ouvriers, et une question de formation ou ça revient au même en fait, parce que ces demandes là, elles sont essentiellement appuyées par Émile Galet, par la voix de Victor Prouvé, parce que Émile Galet ne demande pas grand-chose par lui-même en tout cas. Il a Victor Prouvé en fait pour ça.
qui est son ami et son collaborateur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Gallet en fait a des considérations qui sont assez capitalistes, parce qu'il compte sur l'école des beaux-arts de Nancy pour former les ouvriers d'art dont il a tant besoin. Ce que la mairie refuse, parce que l'école des beaux-arts de Nancy dépend de la municipalité. Et en fait, la mairie considère que c'est en fait aux industriels de former leur propre main-d'œuvre, parce que déjà l'école est gratuite. Et il n'est pas question de fonder une section spécialement dédiée aux arts décoratifs à l'école des beaux-arts. Parce que ce que voudrait Gallet, en fait, c'est qu'il y ait une formation, une section d'art décoratif et, en quelque sorte, les industriels puissent passer commande en disant, bah voilà, j'ai besoin de tant de graveurs à la roue sur verre et bon, bah vous allez me former ça. Okay. Et ce qui leur permettrait d'avoir des ouvriers tout de suite. Mais en fait, l'école des beaux-arts, elle sert à former soit les futurs des futurs artisans, de futurs créateurs, donc, autrement dit des personnes qui sont spécialisées dans le dessin et qui vont créer les modèles. C'est l'ancêtre du design en fait. Et elle forme également des futurs enseignants, spécialisés dans le dessin pour les écoles primaires et les lycées et les collèges. Elle forme également des architectes. Enfin, il y a tout un panel comme ça de carrières. Elle est très polyvalente, mais ça ne correspond pas du tout aux attentes du comité de surveillance qui fait former des industriels et qui réclament leurs ouvriers d'art parce qu'ils n'ont pas leurs ouvriers tout de suite en fait. D'accord. Et c'est ce qu'ils veulent. Et du coup, peut-être au-delà de ces considérations, on va dire économiques de main d'œuvre, il y a quoi comme idée directrice au niveau artistique? C'est un mouvement qu'on considère d'art nouveau. Ça veut dire quoi? L'art nouveau, en fait, c'est tiré de la stylisation de la plante. Et certains motifs ornementaux qui sont toujours en courbe, avec beaucoup de courbes, très peu de lignes droites, qui sont héritées. On s'inspire des fleurs, on s'inspire des plantes, on s'inspire du cours de l'eau, on s'inspire également ce qu'on appelle le japonisme, en fait, qui sont en fait des influences qui viennent du Japon. Il y a énormément d'influences que l'on prend à droite et à gauche, et donc l'idée c'est de styliser ces plantes, d'en faire des volutes, etc. Ok. Et donc ce qu'on disait, c'est que ces gens qui vont se réunir dans ce qu'on appelle un peu l'école de Nancy, c'est des gens qui ont des intérêts artistiques, mais qui sont quand même des industriels, qui sont quand même des businessmen et qui aimeraient bien devenir des artistes. Donc je vous propose de faire une petite pause musicale avec Claude Dubois, le blues du businessman, et on se retrouve juste après pour continuer la réflexion. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre, je peux pas supporter la misère. Moi es-tu heureux? Je suis pas heureux mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi et j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on veut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam
J'aurais voulu être un acteur pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir me trouver bon sur un grand écran en couleur, sur un grand écran en couleur. J'aurais voulu être un artiste pour avoir le monde à refaire, pour pouvoir être un anarchiste et vivre comme un millionnaire, et vivre comme un millionnaire. J'aurais voulu être un artiste. Pour pouvoir dire pourquoi j'existe. Les grands noms de l'histoire lorraine avec Pierre Suer sur RCF. Et on est toujours avec Lilian Etienne, qui est doctorant en histoire contemporaine à l'Université de Lorraine et qui prépare une thèse sur les femmes artistes dans les expositions des Beaux-Arts en Lorraine entre 1860 et 1914. Et on a parlé un petit peu avant de l'école de Nancy. Et tu voulais peut-être compléter quelque chose. Je vais couper pour parler de le blues du businessman de Claude Dubois, qui, voilà, je veux être un artiste, mais c'est un industriel. Et donc tu avais une remarque vis-à-vis de ça tout à l'heure. Ouais, mais en fait, les industriels sont eux-mêmes en fait des artistes. Ce sont des chefs d'entreprise, mais ce sont aussi des artistes. Émile Gallé dessine ses propres vases. Et d'ailleurs, là-dessus, il a déposé énormément de brevets parce que, notamment dans le domaine de la verrerie, du grès, parce que quand on regarde les vases de Gallé, en fait, c'est teinté dans la masse. C'est véritablement le pigment est pris dans le verre. C'est pas juste du verre qui est peint. Et donc il dessine lui-même ses propres vases, ses propres meubles. Et donc il est habitué en fait à la création. C'est pas. Et on évoquait tout à l'heure ces grands noms qu'on connaît un peu tous, les Émile Gallé, Louis Majorel, les frères Daume, Prouvé, etc. sont des grands noms, mais est-ce qu'on sait à quel point ils s'entendaient sur le plan économique, mais est-ce qu'ils s'entendaient aussi sur le plan personnel? Enfin, est-ce que c'était aussi des rivalités? Entre guillemets, c'est des boîtes concurrentes. Donc, est-ce qu'il y a des tensions ou En fait, il peut y avoir des tensions, et c'est tout le problème qu'il y a autour de l'école des Beaux-Arts. C'est que simplement, ils préfèrent que ce soit l'école des Beaux-Arts qui forme leurs ouvriers, parce que nécessairement, quand tu passes plusieurs années à former un ouvrier et puis qu'en fait finalement c'est la boîte concurrente qui le débauche pour elle-même, écoute, tu l'as formé pour rien. Donc l'idée de former en fait les faire former par le contribuable en fait, aux frais du contribuable, c'est aussi une manière d'externaliser les coûts et les risques. Et donc les tensions aussi peut-être. Et donc il y a une certaine forme de tension, mais en fait il faut vraiment comprendre que il y a les pierres qui sont les grands industriels, et puis il y a le mortier qui sont les collaborateurs. Victor Prouvé collabore beaucoup avec Émile Gallé, mais ça l'empêche pas aussi de collaborer avec Louis Majorel. De même que Camille Martin peut collaborer avec Prouvé, il peut collaborer avec Majorel, ils peuvent collaborer. En fait, il y a tout un ensemble. L'école de Nancy, c'est pas que des industriels, il y a aussi des artistes qui viennent collaborer dedans parce que ils sont rémunérés aussi pour ça, et puis c'est des contrats, des liens d'amitié entre eux.
il y a une forme d'émulation. Ils sont tous assez contents de travailler entre eux, et les collaborateurs peuvent passer d'une entreprise à l'autre. Ils sont pas salariés de l'entreprise véritablement, mais ça leur arrive de travailler ensemble. Oui, donc ça marche plutôt bien. Enfin, c'est un écosystème qui fonctionne assez bien. Ça fonctionne, on va dire, en bonne intelligence, même s'il y a des périodes plus ou moins fastes, j'ai envie de dire. Même sans parler de période, en fait, oui, effectivement, ça fonctionne en bonne intelligence parce qu'on se marche pas non plus totalement dessus. Enfin, quand on regarde l'entreprise Majorel, c'est essentiellement de la menuiserie et des meubles. Dôme, c'est de la verrerie. Il y a que Émile Gallet, en fait, qui est l'homo triplex, comme disait Roger Marx, le critique d'art Roger Marx, en parlant d'Émile Gallet, parce que c'est la céramique, c'est la menuiserie et c'est le verre. Donc en fait, c'est Émile Gallet qui marche sur la plate-bande de tout le monde. D'accord. Qui donc suscite aussi peut-être des jalousies. Pas nécessairement, parce que c'est lui qui prend la tête de l'école de Nancy. D'accord, donc il est quand même reconnu. Mais c'est même la figure, le pivot. C'est le pivot, et c'est celui qui rassemble tout le monde. Et d'ailleurs, quand il décède en 1904, c'est le moment où l'école de Nancy commence un peu à péricliter, bien que ce soit Victor Prouvé qui reprenne la tête de l'école. De l'association véritablement, mais et donc c'est une question, enfin ces gens-là travaillaient ensemble aussi, c'est une question de génération aussi, c'est des gens qui avaient à peu près les mêmes idées, les mêmes tendances. Oui et non, parce que en fait Émile Gallet est plus vieux que Prouvé, etc. Tu vois, donc il peut y avoir toutes les tranches d'âge dedans. Et alors cette école de Nancy, on en parle beaucoup en Lorraine, nous on connaît bien. Est-ce que ça a une reconnaissance, on va dire régionale? Oui, même encore aujourd'hui ça marche. Mais au-delà, est-ce que c'est un mouvement qui est connu au niveau national, international, de leur époque et encore aujourd'hui? Je pose la question en plusieurs temps, mais à l'époque, oui, il y a une très forte reconnaissance vis-à-vis de l'école de Nancy, en tout cas pour les contemporains de ses membres. Aujourd'hui, encore, oui, bien sûr. Enfin, il y a des touristes qui traversent, qui prennent l'avion et qui font des milliers de kilomètres pour aller admirer l'Art Nouveau à Nancy. En fait, il n'y a pas tant d'Art Nouveau en France que cela. Si tu veux aller voir de l'Art Nouveau, tu vas avoir quelques édifices à Paris, et puis on peut penser aussi les entrées de métro d'Hector Guimard. Il y a des monuments à Paris, mais c'est disséminé. Et puis, en fait, il y a l'école de Nancy. Après, l'Art Nouveau, c'est aussi un mouvement international, mais qui a des spécificités selon les pays. Déjà, l'Art Nouveau ne porte pas le même nom selon les pays. Ça va être, on va plutôt parler des Art and Craft en Angleterre. En Italie, ça sera Liberty. À Vienne, ça sera l'association. Parce que l'idée c'est de se mettre en rupture, sécession qui tire aussi, c'est pour appeler de l'art nouveau, mais qui a aussi des influences vers l'antique et qui tire un petit peu vers l'art déco. Donc c'est un style qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Et encore aujourd'hui, tu dirais qu'il y a une reconnaissance de cet art nouveau, qui a été commémoré aussi, célébré. Alors ça n'a pas toujours été le cas, parce que l'art nouveau a été détesté quasiment tout de suite après la guerre, même sous l'école de Nancy, quand ça tire vers la fin dans les années 1910. Les goûts changent, et de temps en temps, et on a plutôt tendance à parler ensuite de l'art nouille. Pas à Nancy, c'est ça qui est spécifique. Mais les styles changent, et en fait l'art nouveau a retrouvé ses lettres de noblesse à partir des années 90, parce que tout simplement on tire vers le centenaire en fait, et donc il y a ce statut d'antiquité pour tout ce qui a plus de 100 ans, et donc là de nouveau ça reprend de la valeur. Alors pas à Nancy, parce que à Nancy, même pendant l'entre-deux-guerres, même dans les années 50, il y a toujours des rééditions de vases du temps de l'Art Nouveau qui se vendent, premier degré, ça marche bien, ça fonctionne bien, et il y a qu'à Nancy qu'on voit ça. C'est l'Art Nouveau à Nancy est vraiment resté très 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 ancré.
et assez apprécié, contrairement au reste du monde qui l'a complètement Est-ce qu'il y a eu rejeté. peut-être aussi des craintes de perdre certains monuments, certains bâtiments qui étaient justement inspirés de l'Art Nouveau, et puis on s'est dit, ah bah tiens, il y avait quand même une singularité, enfin quelque chose de spécifique, ça serait dommage de détruire ça. Alors oui, les Nancéiens connaissent très bien la tourtière qui est devant la gare, qui à l'origine devait faire l'objet, enfin il devait pas y avoir que la tourtière, à l'époque du maire Martin. Le projet, en fait, c'était tout un quartier, et l'idée c'était de raser l'Excelsior, entre autres. L'Excelsior, pour ceux qui ne se situent pas, c'est une brasserie donc qui est juste à côté de la gare à Nancy, et c'est un des lieux emblématiques justement de l'Art Nouveau. Il y a quoi, des vitraux, il y a des peintures, il y a une esthétique effectivement. Il y a Art Nouveau. le mobilier Majorelle. Enfin, on retrouve, c'est le grand lieu de l'Art Nouveau parce que la quasi-totalité des grands noms en fait de Nancy artistiques de cette école ont participé à la réalisation de cette brasserie. Ouais, donc on constate effectivement qu'il y a quand même une volonté de préserver cet art nouveau, enfin, entre guillemets, l'école de Nancy, cette spécificité, cette patte particulière, quoi. Voilà. Ça marche. Avec tout ça, il y a quand même une grosse question qui se pose, parce qu'on a beaucoup parlé des artistes lorrains, tout ça, mais Lilian Etienne, en l'occurrence, toi tu fais ta thèse sur les femmes artistes. Ben, j'ai envie de poser la question, où sont les femmes ?
grands noms de l'histoire lorraine avec Pierre Suaire sur RCF. Où sont les femmes? Question posée par Patrick Juvet. Et ben moi, c'est la même question que je vais poser à Lilian Etienne, qui est doctorant en histoire contemporaine à l'Université de Lorraine et qui fait une thèse donc sur les femmes artistes dans les expositions des Beaux-Arts en Lorraine entre 1860 et 1914. On a beaucoup parlé des hommes, mais alors les femmes dans l'école de Nancy, elles sont nulle part, elles sont quelque part, elles sont cachées, elles sont laissées de côté, ou est-ce qu'on n'en parle pas du tout? Encore une fois, je fais une question avec 4 questions en une. Eh ben en fait, il y en a quasiment pas. Il y en a quasiment pas. Alors ça tient. J'en ai beaucoup parlé de l'école des Beaux-Arts, dont tout part. Et en fait, à mon sens, ça cristallise en fait l'intégralité des tensions, parce que en fait, bien que elles pouvaient être formées autant que les hommes pour plein de raisons, je vais revenir là-dessus si tu le permets. Bien en fait, les industriels n'ont pas eu l'idée de les embaucher dans leurs ateliers, bien que ça aurait en fait résolu pas mal de leurs problèmes. Alors pour prendre l'histoire un peu par le début, en gros, il y a toute une batterie de lois, tu sais, pendant les années 1880, avec les réformes Ferry, et en fait il y a toute une batterie de lois qui fait que il faut des institutrices de dessin spécialisées véritablement dans le dessin, sauf qu'il y a nulle part où les former dans le département, et donc il y a une pétition qui est lancée en 1887 pour que les femmes puissent rentrer à l'école des Beaux-Arts. Alors c'est pas du tout comme à Paris, ça fait pas du tout de débat, l'école des Beaux-Arts. Enfin c'est un non-événement complet, personne n'en parle, bien que elles puissent étudier le nu, notamment le nu masculin, ce qui aurait posé énormément de problèmes, mais pas à Nancy. Personne n'en parle. Oui. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que comme la demande est acceptée sans aucun débat par Jules Larcher, qui est alors le directeur de l'école des Beaux-Arts de Nancy depuis le décès de Théodore de Villy, en fait. C'est Jules Larcher qui est encore assez jeune, qui reprend les rênes de la direction. Il reste jusqu'en 1919 de mémoire. Et donc, Jules Larcher accepte sans débat, sauf que il n'y a pas l'argent, il n'y a pas la place, parce que l'école se trouve dans l'actuel Palais Ducal. Et il n'y a pas assez de place, et donc les cours pour les filles sont rendus mixtes. Donc elles étudient exactement la même chose que les garçons. Et donc comme elles étudient de manière à devenir institutrices de dessin, et que c'est un concours pour devenir institutrice, c'est un concours qui est national, qui se passe à Paris. Le concours est très difficile, et il y a notamment une épreuve de composition décorative. Donc autrement dit, apprendre à dessiner des motifs pour une assiette, pour des meubles, etc. Et donc en fait, elles profitent des mêmes cours que les garçons pour cela, ce qui fait que elles sont théoriquement aptes, du moins autant que les garçons, à réaliser des arts décoratifs. Or, ces garçons-là trouvent leur place dans les ateliers des industriels d'art de l'école de Nancy, mais pas les filles. Alors du coup, comment on peut l'expliquer? C'est qu'il y a des contraintes qui pèsent spécifiquement sur les femmes à la fin du 19e. C'est une question d'autonomie, c'est une question de reconnaissance, c'est une question de, en fait, les gens osent pas. Alors il y a plusieurs choses, et c'était très intéressant parce que la semaine dernière, donc j'ai participé à un colloque sur ce sujet-là, et en fait, toutes les personnes qui ont participé à ces conférences étaient assez unanimes, c'est que avant, en tout cas 1912, les femmes ne trouvent pas leur place quel que soit en France, partout en France, elles ne trouvent pas leur place dans les entreprises. Parce que elles ne sont finalement pas employables dans ces domaines. Alors il y a plusieurs raisons, et je pense que il y a un événement à Nancy qui fait en fait jurisprudence, c'est le cas Berger-Levrault. Donc Berger-Levrault, c'est une entreprise qui était à Strasbourg à l'origine, sauf qu'en 1870, avec l'annexion, Berger-Levrault choisit de rester français, et donc ils démontent toute leur usine et s'installent à Nancy. Donc
c'est une imprimerie en fait. Et dans les années 70, il y a un grand manque d'ouvriers typographes, notamment des personnes qui vont être payées pour tailler les caractères en plomb, parce qu'ils s'usent assez rapidement. Et donc il faut des ouvriers typographes, et donc il y a l'idée d'embaucher des femmes. Et je veux dire, ils font ça, ils sont réglo, hein, parce que ils font ça à salaire égal avec les hommes, et lever de bouclier des ouvriers masculins, elles veulent notre travail, et c'est une concurrence déloyale. Et donc l'histoire ça remonte jusqu'au syndicat des typographes à Paris, qui interdit formellement d'embaucher les femmes au moins à salaire égal. Je ne sais plus exactement comment l'histoire se termine, mais enfin ça a été très très dur pour l'entreprise Berger-Levrault. Donc nécessairement il y a un cas de jurisprudence, et plus tard, Berger-Levrault, qui fait ensuite partie de l'école de Nancy, hein, ce qui fait que les industriels d'art ne risquent pas en fait de refaire la même chose. Alors il y a quand même une seule femme qui est employée chez Émile Gallet, c'est Rose Wild. C'est pas un pseudo, hein, c'est Wild prononcé à l'allemande, donc c'est la famille Wild. Elle vient d'une famille d'industriels. Son père était industriel de chapeaux de paille. Et donc lui et son épouse ont trouvé très drôle de l'appeler Rose. Et donc elle fait partie des premières femmes à se former à l'école des Beaux-Arts dès 1888. Elle suit les cours de Jacques Gruber à l'école. Elle a tout un parcours qui est assez fantastique. Et donc elle est embauchée par Émile Gallet avant 1900 pour préparer une exposition. Alors pour la raison pour laquelle elle a été embauchée, c'est assez flou, mais cela dit, sa collaboration a quand même un aboutissement concret, parce que elle co-signe un vase avec Émile Gallet, un vase qui est conservé au musée de l'école de Nancy, qui s'appelle Vase érable sycomore. Et du coup, ça, c'est la seule artiste, on va dire, qui est identifiée dans le mouvement de l'école de Nancy. En revanche, des artistes en Lorraine, des femmes artistes en Lorraine à cette époque, il y en a quand même quelques-unes qui sont dans les expositions. En l'occurrence, c'est toi le sujet de ta thèse, justement, d'étudier ces femmes. Est-ce qu'il y a des noms que tu as envie d'évoquer, peut-être, qui te semblent remarquables, ou qui ont une identité spécifique, je sais pas? Il y en a deux. Ça serait Madeleine Deville et Hélène Deneau pour le cas de l'Art Nouveau. Alors, je vais commencer par Hélène Deneau, parce que, en fait, je trouve que sa trajectoire est assez symptomatique de ce qui se passe. Donc, Hélène Deneau, elle est née avant 1870, donc elle a connu la guerre. Elle vient de Pont-à-Mousson. Elle ne s'est jamais mariée. Et donc, elle participe au salon de la Société Lorraine des Amis des Arts à Nancy, qui est l'équivalent de la Société des Amis des Arts de Metz dont je parlais tout à l'heure. Nancy a également la sienne, qui a été fondée quasiment au même moment. Et donc, les deux sociétés avaient des échanges d'artistes. Enfin bref. Et donc, Hélène Deneau expose régulièrement à Nancy, et en fait, elle envoie des tableaux à l'huile qu'on pourrait qualifié d'historicisant. Donc ça va être essentiellement ce que je suppose être des scènes de bataille ou des scènes de genre avec par exemple des cavaliers, des dragons en reconnaissance par exemple. D'accord. Donc c'est plus ou moins militaire, historicisant. Donc elle fait cela elle expose cela dans les années 90, enfin en tout cas à partir de 1886 de mémoire. Et donc elle fait ça pendant quelques temps, et arrive un moment, en fait, elle disparaît complètement des radars pendant une dizaine d'années. Et en fait, en retrouvant sa trace, je me suis rendu compte qu'elle avait eu un fils illégitime, né hors mariage. Et en fait, elle était tenancière, c'était elle qui tenait l'hôtel de voyageurs à Pont-à-Mousson. D'accord. Donc elle avait un emploi, et elle revient subitement au bout de 10 ans d'absence, à partir de 1903 je crois, avec des cuirs d'art au salon. Alors ce sont des cuirs, des pièces principalement de ce qu'on pourrait qualifier de la maroquinerie, donc ça va être soit des liseuses, des porte-cartes, des ceintures, et donc elle revient avec ces pièces qui sont gravées et qui sont très très décorées. Et en fait, elle les expose en même temps que plein d'autres femmes. Et en fait, pourquoi ces pièces-là, ce type de pièces arrivent à Nancy,
qui sont quand même il y a vraiment une arrivée massive de cuir d'art dans les salles d'exposition nancéennes. Et en fait, je me suis rendu compte que ces pièces-là proviennent en quelque sorte de la propagande de l'Union centrale des arts décoratifs qui, dans les années 1890, se dote pour encourager les femmes à la création à domicile. Mmh. Parce que l'idée, c'est d'écarter les ouvrières de la production en atelier et de les écarter d'une vie immorale en atelier, en usine. Donc l'idée, c'est de ramener la production artistique au sein du foyer. Et donc, il y a toute une propagande qui est lancée par le comité des dames à l'Union centrale des arts décoratifs. Et ce comité des dames, il est formé que de femmes de la bourgeoisie. D'accord. Que de femmes pour des femmes. D'accord. Et il y avait une autre personne dont tu voulais parler, Madeleine. Et Madeleine de Ville, je vais y venir. Ouais. Et donc, ces artistes-là sont très influencés par le comité des dames qui organise des expositions. Et en fait, à partir de 1900, leur propagande commence à fonctionner. Okay. Et Madeleine de Ville, elle est assez intéressante. Parce que je pense que elle est aussi très influencée par le comité des dames. Et en fait, elle se forme au sein d'un atelier qui s'appelle l'atelier Pariset, qui est tenu par 3 puis ensuite 2 sœurs, parce qu'il y en a une qui décède assez rapidement. Et elle réalise des pièces qui sont un petit peu plus d'envergure, notamment un paravent qui est au musée de l'école de Nancy. Le jour, l'aube, le crépuscule et la nuit. Pas dans cet ordre-là, mais enfin bref, il y a tout. Qui est une pièce assez imposante et qui a également des morceaux de menuiserie. Et donc il y a une lampe aussi. Donc elle fait du cuir et elle taille la corne un petit peu comme la lique. En fait. D'accord. Et il y a une lampe avec un pied en fer forgé et un abat-jour en corne. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas elle qui fait le pied en fer forgé, c'est un artisan qui s'appelle Dubois. Donc, je ne sais strictement rien du tout, j'ai pas réussi à retrouver quoi que ce soit sur lui. Et donc, il y a là des collaborations. Mais en fait, ce sont les seuls. Et il y a vraiment cette invasion de pièces de petit format dans les expositions en Lorraine. Ok, donc dû à cette injonction entre guillemets. Entre autres, et en fait, comme c'est ça qui est marrant, c'est que comme la propagande fonctionne bien, on édite en fait des manuels de travaux pratiques pour dames avec des modèles déjà tout faits et qui servent en fait aux femmes qui leur permettent en fait d'apprendre à travailler le cuir en repoussé, à pyrograver, etc. et à faire des motifs. Ok, alors je vous propose de faire une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après sur les méthodes un petit peu pour étudier justement ces réseaux de femmes et d'artistes en Lorraine entre 1860 et 1914. On fait une pause musicale tout de suite. Dans un corps vide entrait mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette Noureddin, en l'une ou l'autre s'enracine, et lire parmi les éminentes, celle qui me ferait frissonnante, parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs innées, mes Philippines, mes savantes et mes bécassines, Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines, Clara Zetkin, Anaïs Nin, ou Garbeau dans la Reine Christine. Sur le céleste carrousel, choisir entre ces demoiselles, Camille Claudel, Mamselle Chanel, ou l'enragée Louise Michel. Vivre encore Colombe ou Rapace, écrire, chanter ou faire des passes, Margot Duras, Maria Callas, ou bien Kiki de Montparnasse. Naître demain, renaître hier, en marche avant, en marche arrière, m'incarner dans ces divergences, ces beautés, ces intelligences, et jouir du bienheureux trépas, pour dans leurs pas mettre mes pas. Musidora, la Pavlova, ou mon aïeul, la grande gueule Teresa,
que j'en ai l'esprit ou l'aspect, ou bien même les deux, s'il vous plaît. Juliette Drouet, la signorée, ou la grande Billie Holiday. Tout voile dehors et en chantant, avec l'une d'elles me révoltant, Flora Tristan, Yvonne Printemps, ou la farouche Isadora Duncan. Pour toute arme ayant leur fierté, pour amante la liberté, les sœurs Brontë, Loïs Labbé, ou Louandrea Salomé. Même s'il faut en payer le prix, être la fleur, être le fruit, être Alice Guy, être Arletty, Marie Dumas, Marie Curie. Mais s'il vous plaît, point de naissance, de jeunesse ni d'adolescence, épargnez-moi la chambre rose. Soyez bonne en mettant psychose, permettez à votre Juliette de ne point mûrir en Minette, mais en Colette, en Mistinguette, ou pourquoi pas Madame de Lafayette. Mettez-moi, je vous le demande, instamment dans la cour des grandes, Judy Garland, Barbara Streisand, ou cette bonne dame de George Sand. Placez-moi du côté du cœur, côté talent, côté bonheur, Loï Fuller, Dottie Parker, ou Sainte-Joséphine Baker. Tout de suite, les feux de la gloire, les feux de la rampe et de l'histoire, la Yourcenar, Sarah Bernard, ou la très sage Simone de Beauvoir. Une voile d'argent au fond d'un port, une plume d'acier ou un cœur d'or, la Solidor, Christiane Rochefort, ou Marceline des bords de Valmore. Les belles sans peur et sans marmaille, toutes nues au fort de la mitraille, Sylvia Bataille, Anna de Noailles, camarade Alexandra Kollontai, et les agitatrices de bouche brandissant l'espoir et la gouge, oh l'âme de bouge, Rosa la rouge, et la vieille Germaine de Montrouge. La lignée des dominatrices, l'Élise, Madame Donia ou Miss Concariotis, ou les Dutchess, Angela et Davis. Le train du diable et ses diablesses, les vénéneuses et les tigresses, Lola Montes, Gina Manès, et l'empoisonneuse Portia Lucrèce. Enfin j'ai pour être sincère du goût pour les belles arrangères, Yvette Gilbert, Claire Bredecher, j'irai même jusqu'à Anne Sinclair. Mais si tant de souhaits vous chagrinent, s'il est contraire à la doctrine de viser haut dans les karmas, alors faites dans l'anonymat, en attendant que tout bascule, que Satan ne me congratule, ou que les anges me fassent la fête. Permettez une ultime requête, faites-la renaître, votre frangine, en n'importe qui, en fille d'usine, en fille de rien ou de cuisine, en croate ou en maghrébine, en éponine, en clémentine, en Malka, Malika ou Marilyn. Et si votre astrale cuisine par hasard ne le détermine, j'accepterai par discipline de revenir en cabotine, en libertine, en gourgandine, tiens, en Juliette Noureddin. Les grands noms de l'histoire lorraine, en partenariat avec Histoire d'en parler, association d'éducation populaire. On vient d'écouter Juliette avec sa chanson, donc c'est Lilian Etienne qui nous l'a proposé. Lilian, donc tu es doctorant en histoire contemporaine à l'Université de Lorraine et tu fais une thèse sur les femmes artistes dans les expositions des Beaux-Arts en Lorraine entre 1860 et 1914. Et pour terminer cette émission, je te propose d'évoquer un peu tes méthodes de travail qui, moi, m'ont semblé vraiment intéressantes parce que, en fait, tu vas beaucoup travailler à partir des réseaux de ces artistes. Et en quoi ça consiste exactement cette étude de réseau? Alors pas uniquement que les réseaux, c'est en fait un outil que j'ai mis à ma disposition, que j'ai créé moi-même,
C'est Daniel S. Milo qui parle en fait des études quantitatives en disant que l'historien fabrique en fait sa propre source, et c'est une réflexion que j'aime beaucoup. En fait, j'ai parlé un peu des sociétés des Amis des Arts. Tous les 2 ans, et voire tous les ans ensuite, à partir de 88, il y avait en fait des expositions des Beaux-Arts. Alors, ce sont des expositions collectives où les artistes exposent tous ensemble, envoient 1 ou 2 œuvres et elles sont exposées aux Galeries Poirel. Et donc, ces expositions donnent lieu à un livret de l'exposition, ce qu'on pourrait appeler en fait un catalogue. Alors même s'il n'y a pas d'illustration, il n'y a pas des photographies des œuvres, mais par contre il y a des informations qui sont... Il y a des descriptions, on sait ce que même c'est. pas forcément des descriptions, il y a le titre des œuvres, mais en fait ces informations qui sont dessus donnent déjà des informations sur les œuvres, les exposants. Alors il y a leur nom, il y a leur prénom, il y a leur civilité, si c'est un monsieur, madame ou mademoiselle, c'est utile. Il y a leur ville de naissance, leur lieu de résidence, là où ils habitent, ce qui peut paraître bizarre, mais en fait, si on veut pouvoir passer une commande à un artiste, c'est mieux d'avoir son adresse postale, en fait. Donc il y a son lieu de résidence et il y a les œuvres que la personne envoie. Donc si ça va être un paysage au bord d'une rivière, voilà, il y a le titre du tableau et la technique. Si c'est une huile, une œuvre, une aquarelle, un pastel, une sculpture, etc. Et donc moi je travaille à partir de ça. J'ai recensé toutes les femmes dans ces expositions. Il y en a 940, donc, entre 1860 et 1914. Alors, il n'y a pas que des Lorraines, il y a des Parisiennes aussi, beaucoup de Parisiennes. Et donc, à partir donc des adresses qu'elles laissent dans ces catalogues, ce que j'ai fait, c'est que je suis repassé sur le recensement quinquennal, comme aujourd'hui on fait toujours, il y a toujours le recensement de population de l'État. Et ben en fait, c'est quelque chose qui a été mis en place sous Napoléon. Et donc c'est un recensement donc qui est nominatif et tous les 5 ans il y avait ce recensement. Et ce sont des choses qu'on retrouve en archive. Alors c'est facile parce que maintenant c'est numérisé, c'est mis sur Internet. Et donc j'ai recherché à partir des adresses. Parce que j'ai beaucoup de chance, c'est que les recensements sont classés par adresse, parce que les recenseurs font des tournées de facteurs, en fait. Et donc, en ayant l'adresse, on peut retrouver les personnes, et ça me permet d'avoir une date de naissance, voire même approximative, et ensuite de repasser sur l'état civil. Alors du coup, j'ai recherché les actes de naissance, de mariage et décès. Donc j'en ai quand même beaucoup, ça m'a pris beaucoup de temps pour faire les 940, et donc j'ai mis tout ça dans une grosse base de données. Et alors, pour la plupart, ce sont des personnes qui sont totalement inconnues et qui ont quasiment pas laissé de traces, en fait, parce que l'historien a besoin d'archives pour pouvoir travailler. Et comme je n'ai pas les archives de ces personnes et que je n'allais pas les chercher à l'aveuglette, je fais avec ce que je veux, ce que je peux, pas ce que je veux, ce que je peux. Et donc, je suis parti, j'ai utilisé tout ça, et comme je n'ai pas d'archives pour faire ce que l'on appelle de la quali. De la qualité du qualitatif. Eh bien, en fait, je fais de la de la quantitatif. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir quantifier tout ça. Alors, c'est une base de données qui est assez technique et assez complexe. Mais l'idée, c'est de tirer des statistiques et de pouvoir tracer des trajectoires comme ça. Alors concrètement pour les gens, est-ce que c'est un gros tableur Excel où tu as rentré toutes les données que tu avais sur une personne? Alors c'est plein de tableaux Excel. Plein de tableaux Excel qui se croisent entre eux. C'est ça, parce qu'il y a en fait, chaque donnée a un identifiant, et en fait, ce qui est incroyable, c'est que les données voyagent entre les tableaux Excel. Alors c'est pas vraiment un tableau Excel, c'est un logiciel que j'utilise qui est un gestionnaire de base de données, parce que Excel, c'est un peu compliqué pour faire ce genre de choses. Et alors tu parlais de réseau tout à l'heure. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est de l'analyse de réseau, parce que dans les catalogues aussi, elles mettent elles indiquent qui a été leur enseignant, leur maître. Et là, en fait, la particularité, c'est que les artistes ne disent pas, j'ai été élève à l'école des Beaux-Arts de Nancy. Non, elles disent pas ça. Elles disent, j'ai été l'élève de Jules Larcher et d'Émile Démé. Et en fait, alors, une artiste qui
l'élève de l'archer d'Aimé, il y en a une, mais il y en a plein d'autres aussi. Oui. Et il y en a certaines, elles ont pu partir à Paris, par exemple, à l'atelier Julian, alors auprès de Bouguereau et Tony Robert Fleury. Et donc, du coup, en reliant tout ce beau monde, on obtient ce qu'on appelle un graphe, avec des points qui sont reliés ensemble par des traits. Et en fait, ça permet de voir, du coup, les grandes tendances. Ça te permet de visualiser les sortes de familles. Alors, pour nos auditeurs, parce que la manière dont on représente en général, par exemple, les réseaux sociaux, avec plein de points et plein de couleurs et des polarisations, en fait, moi, ça ressemble un petit peu à ça. Sauf que comme les données de ma base voyagent entre les tableurs, ça me permet en fait d'injecter ma prosopographie dedans. Ouais. Alors la prosopographie, c'est établir des fiches, des biographies, chacune. Alors ça peut être sous forme de lignes de tableur Excel, de manière à les croiser et les comparer entre elles. Et en fait, je peux insérer ça dedans, comme j'ai travaillé d'après les registres de recensement et les actes d'état civil, en fait, j'ai la profession des parents et je peux dire, en fait, dans cet atelier, il y a une majorité de jeunes filles dont les parents sont issus du milieu industriel ou plutôt d'un milieu juriste et de voir comme ça les grandes préférences. D'accord. Alors, on touche à la fin de cette émission. Est-ce que tu aurais une recommandation pour nous permettre de découvrir cette période, ces artistes en Lorraine entre 1871, 1860 et 1914? Est-ce que tu aurais des recommandations culturelles? Une recommandation culturelle, pas forcément. Alors il y a un livre, mais qui s'appelle Artiste Femme, Femme Artiste, Artiste Femme, qui malheureusement est quasiment introuvable maintenant parce que il n'est plus édité. Ouais. Par contre, Linda Nochlin, pourquoi n'y a-t-il pas eu de grande artiste femme? D'accord. Et c'est un livre qui est fondateur, qui a pour la première fois posé la question, et avec un constat qui est simple, il n'y a pas de femme artiste à la hauteur de Michel-Ange ou Pablo Picasso. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais, mais il n'y a pas en tout cas d'équivalent féminin. D'accord. Et après, sur les artistes en Lorraine, évidemment, on peut vous inviter à aller découvrir les musées. Il y a quand même des belles collections à Nancy, mais pas seulement. Enfin, c'est le musée de l'école de Nancy, le musée des Beaux-Arts. Il y a de quoi faire. Il y a effectivement des œuvres. Et si vous voulez aller plus loin, je vous renvoie vers mon mémoire de master qui est trouvable en ligne. Les femmes artistes à Nancy, 1888 et 1910. Bon, il y a beaucoup de conneries dedans, mais c'est pour ça que je fais une thèse également dessus. C'est de manière à pouvoir revenir sur mes propres erreurs. C'est le but d'une thèse, c'est qu'on apprend aussi. Donc Lilian Etienne, du coup, merci à toi. Tu es doctorant en histoire contemporaine à l'Université de Lorraine et tu prépares donc actuellement une thèse sur les femmes artistes dans les expositions des Beaux-Arts en Lorraine entre 1860 et 1914. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour notre dernière émission et c'est donc l'émission Les Grands Noms de l'Histoire de la Lorraine, organisé par l'association Histoire d'en parler. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, et aussi sur notre site internet histoired'enparler.com. Bonne journée à vous et à bientôt.